Justement, c'est pour ça qu'on les appelle les étrangers. Parce qu'ils ne sont pas seulement étrangers sur notre sol, ils sont aussi étrangers sur notre sort. Ils ne sont pas qu'étrangers dans notre sol, ils sont aussi étrangers dans notre sort. Pourquoi vous voulez que les étrangers travaillent pour notre bien? Non. Toute libération qui se fait en votre faveur, sans vous, n'est pas une libération. C'est juste un transfert de domination. Quelle est la place de l'homme? Quelle est la place du gestionnaire africain? Parce que aujourd'hui, vous avez des sommets Russie-Afrique, la Corée du Sud et l'Afrique. Vous avez la Corée du Sud et l'Afrique, même le Brésil, l'Afrique, Inde, Afrique, Amérique. Maintenant, comment Afrique, on explique cela? Afrique. Comment on explique cela? Est-ce que c'est un problème de vision ou bien l'Afrique doit encore se rechercher? L'Afrique se recherche. L'Afrique se recherche. Mais ce n'est pas parce qu'on se recherche qu'on va finir par se retrouver. On cherche un meilleur partenaire, la Russie, pour aider. Est-ce qu'il y a un État qui peut aider les Africains? Un État en dehors de l'Afrique qui peut aider les Africains à se développer? Aujourd'hui, on parle de la Russie. Il n'y a aucun État qui peut aider les Africains. Le peuple se libère par soi-même, le peuple s'affranchit par soi-même. Toute libération qui se fait en votre faveur, sans vous, n'est pas une libération. C'est juste un transfert de domination. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous écouterez, par exemple, vous entendrez l'intellectuel africain, les universitaires africains, voudrais-je dire. Non, nous sommes fatigués des Occidentaux, nous ne voulons plus de la France, nous ne voulons plus de l'Amérique, maintenant nous voulons nous tourner vers la Chine, nous voulons nous tourner vers l'Inde, nous voulons nous tourner vers la Russie. Donc, en fait, c'est les cris du dominé qui ne veut plus de ce dominant, non pas pour être libre, non pas pour recouvrer sa liberté, mais pour changer de maître. L'Afrique doit se libérer par soi-même. L'Inde n'a pas eu besoin de la Chine pour la libérer. Le Brésil, aujourd'hui, qui est en train de s'émanciper jusqu'à devenir un des acteurs majeurs du BRICS, n'a pas eu besoin des États-Unis ni de la France pour se libérer. Aussi longtemps que nous allons continuer dans la politique du tutorat, chercher qui va être le nouveau tuteur, eh bien, génération après génération, l'Africain continuera à se plaindre des mêmes faits. Et demain, on va se plaindre de la Russie, on va se plaindre de l'Inde, on va se plaindre du Brésil. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que le devoir pour chaque peuple, c'est celui de s'assumer d'abord. Je reviens à votre question. Le problème, c'est lequel? C'est un problème de vision. Je vous ai dit, la vision, c'est de savoir où l'on va et on va faire quoi. C'est un problème d'acteur, leadership. Tout homme, faute de leadership, tout se relève grâce au leadership. Nous n'allons pas inventer la roue. Notre plus grand mal, notre plus grande faiblesse, c'est l'absence d'un leadership clairvoyant au niveau de l'Afrique. Mais l'Africain parle qu'ils ont des grands leaders, des leaders de masse. Eh bien, écoutez, je ne parle pas de la popularité. Ne confondez pas popularité et leadership. Ne confondez pas célébrité et effectivité. Nous avons eu des hommes très célèbres, très populaires, mais qui ne savaient pas où ils allaient nous amener. Parce que leur réflexion s'est limitée à leur métier au pouvoir. Leur laboratoire ne réfléchissait que sur comment remporter les prochaines élections. Comment modifier la Constitution. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le péché contre le leadership, c'est lorsque les leaders pensent que tout va s'écrouler si lui n'est pas là. Le péché d'un leader, c'est de croire que tout s'écroulera si lui n'est pas là. C'est pour cela que Mobutu avait dit après lui, ça sera le déluge, par exemple. Bon, Mobutu a dit ça, après lui, ça sera le déluge, mais je crois qu'il faudrait aussi replacer les propos de Mobutu, sans vouloir faire l'avocat du diable, sans vouloir l'exonérer. Il faudrait aussi placer les propos de Mobutu dans son contexte.
Mobutu a dit qu'après moi, ça sera les déluges. J'ouvre rapidement une parenthèse. C'est parce que on lui a dit, par des sources sûres à l'époque, que la CIA avait un plan de partition de son pays. Mais que ces plans ne seraient pas mis en place pendant que lui serait au pouvoir. Donc, il savait qu'après lui, on aura un Congo démembré. C'est comme ça qu'il parlait dans ce sens-là. Mais qu'à cela ne tienne, il n'a pas aussi, lui, préparé la relève parce que la vocation première d'un leadership, c'est de se préparer, c'est de préparer la relève. C'est de se rassurer que la vision pour laquelle l'on s'est battu va être préservée même après votre mort. C'est là où aujourd'hui je dis qu'il n'y a pas un meilleur modèle que Jésus-Christ, qui à 33 ans est tué à la croix, il retourne au ciel, mais l'Église, son Église continue à exister. OK? Et c'est à cela que se sont battus la plupart des hommes d'État. Donc, nous avons beaucoup plus eu de dirigeants politiques, de chefs de partis politiques, que de véritables leaders. Chers amis, il n'y a pas de leadership sans vision. Et quand je parle de la vision, je ne parle pas d'un plan quinquennal. Je ne parle pas d'un programme de campagne électorale. Je parle de la capacité à se projeter dans les 30, 40, pourquoi pas 100 années à venir. Le président chinois Deng Xiaoping a dit qu'à l'horizon 2085, pardon, 2085, et même Jinping l'a aussi répété, qu'en 2085, la Chine, il ne voit pas la possibilité pour la Chine de ne pas être la première puissance sur tous les plans. Donc, nous sommes en 2024 et là, on était encore en 2012, qu'il disait qu'en 2085, il est impossible que la Chine ne soit pas la première puissance. C'est ça la vision. Or, les présidents qui le disent savent qu'eux-mêmes ne seront pas là. Malheureusement, les présidents africains, pour la plupart, nous ne réfléchissons qu'en termes de mandature. En termes de mandature, avec qui on va gouverner. Il faudrait plutôt penser comment la nation sera gouvernée après moi. Même si c'est l'opposition qui prenait le pouvoir, quelles sont les mesures, les garde-fous que je suis en train de mettre en place pour que les valeurs pour lesquelles je me suis battu aujourd'hui ne soient pas reléguées au second rang? Donc, le grand problème que nous avons, mon cher ami, c'est un problème dont le capital humain pose problème. Le problème, c'est que nous avons laissé le temps au temps. Nous nous sommes dit que le temps serait en notre faveur. Nous nous sommes dit que le temps nous aiderait. Nous nous sommes dit qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Non, on ne laisse pas le temps au temps. Les grandes nations créent le temps. Les grandes nations prennent leur programme et elles vont surfer sur le temps. Les grandes nations apprivoisent les temps pour les dompter. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le monde ne vous attend pas. Je vous donne un exemple. Vers les années 1985, vous savez qu'à Kinshasa, lorsque quelqu'un était pauvre, précaire et qui n'avait rien à manger, on lui disait c'était un Éthiopien. Mais à l'heure où nous parlons, l'Éthiopie fait partie des pays à l'économie émergente au niveau de l'Afrique. L'Éthiopie est placée en meilleure position pour adhérer aux BRICS avec le Mexique, l'Argentine. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons à la quai. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris quel est le type de relation que nous devrions avoir avec le temps.
Alors que nous attendions voir les choses s'améliorer avec le temps nous a plutôt déshabillés. Le temps nous a exposés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait dans le temps ce qui était convenable en ces temps-là. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par Addis Abeba pour voyager. Et vous voyez ce qu'il y a comme flotte aérienne. Vous regardez l'économie. Vous regardez les infrastructures hôtelières. En fait, le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas un problème de combien d'années, depuis que nous sommes indépendants, ça fait combien d'années. Mais qu'avons-nous fait de ces années? Qu'avons-nous construit? Nous avons préféré construire des infrastructures en lieu et place de construire des hommes. Les infrastructures ne construisent pas des hommes, mais ce sont les hommes qui conçoivent et construisent les infrastructures. Or, dans la construction des infrastructures, les nations sérieuses savent que la suprastructure, c'est l'homme. Pourquoi je dis l'homme? Parce que nous avons des êtres humains, nous avons des citoyens. Nous avons une population, pardon. Maintenant, il faut bien faire de cette population-là une masse de citoyens. Par la citoyenneté. Nous avons des enfants qui naissent tous les jours dans nos maternités. Ce sont les familles qui donnent à la République des fils et des filles. Mais c'est le devoir de la République de faire de ces fils et des filles un capital humain. Et comment on va le faire? On va le faire essentiellement en élaborant un système éducatif qui correspond à nos aspirations. Pourquoi? C'est pour rien. L'école existe pour équiper les fils et les filles afin que ceux-ci construisent la vision que les pères fondateurs ont élaborée. Donc, avant de décider à quoi ressemblera l'école du Congo, il faudrait qu'on ait la maquette de ce à quoi ressemblera le Congo dans 70 ans, dans 100 ans. Maintenant, qui va faire cette maquette-là? Qui va élaborer cette maquette? C'est le leadership, l'élite. Et ici, je parle de l'élite dans sa dimension plurielle. Je ne parlais pas que de l'élite politique. Toi et moi, ce que nous sommes en train de faire, quand nous évoquons ces choses ici, c'est aussi pour nous une façon de contribuer parce que nous ne faisons pas que déplorer, mais nous donnons aussi des pistes de solutions. C'est ça le travail intellectuel, spirituel qu'est censé faire l'élite d'un pays, son intelligentsia. Maintenant, le personnel politique, puisque c'est lui qui décide du budget, c'est lui qui décide des affectations, c'est à ce moment-là que lui va dire combien va coûter cette école, en combien d'années allons-nous construire cette école-là. Nous n'allons pas seulement construire des bâtiments sans mener des réformes profondes dans le système éducatif parce que le système éducatif que nous avons a montré ses limites, chers amis. On nous a donné des papiers à la fin du cursus académique, mais on ne nous a pas donné le savoir. On nous a donné la technicité à l'école, mais on ne nous a pas donné la moralité. Voilà pourquoi les détournements et la corruption sont devenus un sport national en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est une science sans conscience. On a laissé l'éducation entre les mains des pyromanes. L'éducation est entre les mains des marchands des diplômes et des certificats. C'est là que l'élite ou le personnel politique est responsable. Son rôle, c'est de donner les moyens à la République pour que celle-ci atteigne la destination. Si aujourd'hui nous estimons que la destination n'a pas été fixée, eh bien, c'est à cette génération qu'il faudrait demander le compte. Donc, au lieu d'aller dans des débats, constitution, modifier, changer de constitution, ce sont des comment j'appelle ça? Ce sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis. C'est la paresse intellectuelle. C'est trop simpliste.
C'est trop simpliste. J'ai le courage de le dire, je m'assume. Le problème n'est pas la Constitution. Le problème, c'est le personnel, c'est le leadership collectif, politique, scientifique, artistique, culturel, religieux, entrepreneurial. Voilà pourquoi aujourd'hui, au Congo par exemple, vous allez vous rendre compte que notre économie est à 85% tenue par les étrangers. Mais ces étrangers, eux, se retrouvent lorsque les Congolais pleurent. Les étrangers sont en train de travailler lorsque le Congolais voit qu'il y a des difficultés. Les étrangers viennent avec leurs propres capitaux. Justement, c'est pour ça qu'on les appelle les étrangers. Parce qu'ils ne sont pas seulement étrangers sur notre sol, ils sont aussi étrangers sur notre sort. Ils ne sont pas qu'étrangers dans notre sol, ils sont aussi étrangers dans notre sort. Pourquoi vous voulez que les étrangers travaillent pour notre bien? Non. Ce n'est pas le rôle de l'étranger, mon cher ami. Nous devons changer de paradigme. Il y a beaucoup d'étrangers aux États-Unis, là où vous êtes. Mais ce n'est pas les étrangers qui tiennent l'économie. Les Américains contrôlent leur économie, malgré son caractère libéral. Ils contrôlent, malgré les caractères capitalistes et libéral, ils contrôlent. Et pourtant, c'est un pays très hospitalier. Même aujourd'hui, un Russe peut venir immigrer aux États-Unis. Ils n'ont pas peur des Chinois. La Chine envoie plus de 400 000 étudiants chinois venir étudier dans les MIT. Donc, il faudrait passer des vieux paradigmes stériles au nouveau paradigme. La responsabilité, c'est au leadership de manière collective. Mais en première position, il faudrait demander des comptes à la classe politique,